Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de faire une vidéo sur Martin Scorsese. Avec 24 longs métrages, Martin Scorsese s'est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Un réalisateur qui a développé au cours de sa carrière une fascination pour des personnages complètement névrosés, souvent en marge de la société, vivant dans l'excès ou alors avec une morale plus qu'ambiguë. Rien d'étonnant à ce que ce fan absolu des Rolling Stones ait toujours été considéré comme l'un des cinéastes les plus rock et les plus punk de l'histoire du cinéma. Et même encore aujourd'hui, à l'âge de 76 ans. Alors attachez-vous pour voyager à travers 50 ans de carrière. Martin Scorsese, né en 1942 à New York, est issu d'une famille d'origine sicilienne. À la maison, on est plutôt fervent catholique, ce qui constituera un environnement fondamental pour développer la foi chrétienne du futur cinéaste. Et c'est en 1956 que le jeune Martin, tout frêle et asthmatique, décide d'entrer au séminaire pour devenir prêtre. Et oui, avant de montrer DiCaprio en train de souffler de la coke dans le cul d'une femme, Scorsese voulait être prêtre. Mais ce garçon bien trop jeune et surtout indiscipliné agace l'église qui préférera le renvoyer au bout d'un an. Alors âgé de 14 ans, que fait Martin à ce moment-là? Sachant que le sport lui est difficile en raison de sa fragile condition physique, eh bien, pour notre plus grand bonheur, il se réfugie dans les salles de cinéma et développe une passion pour le 7e art qui n'aura de cesse de grandir et le transformera en véritable encyclopédie cinématographique. En 1960, à l'âge de 18 ans, il intègre la NYU, l'université de New York, où il fréquente la Tisch School of the Arts, une école très réputée pour se former au métier du cinéma. Et d'où sont sortis de nombreux réalisateurs tels que Oliver Stone, Spike Lee, Woody Allen ou encore M. Night Shyamalan. En 1966, il obtient une maîtrise et devient même professeur au sein de l'école. Professeur déjà? Mais tu as 22 ans. Ta gueule, je m'appelle Martin Scorsese. Pendant ce temps, il réalise plusieurs courts-métrages dont le plus connu, The Big Shave, qui montre déjà l'ingéniosité de sa future mise en scène et sa propension à la violence graphique. C'est en 1967 qu'il réalise son tout premier long-métrage, Who's That Knocking at My Door? Un film de fin d'études avec seulement $30 000 de budget. On retrouve déjà les thématiques chères à Martin Scorsese. Le décor new-yorkais avec le quartier de Little Italy où a grandi le réalisateur, la camaraderie dans la criminalité et la religion. On retrouve également une signature musicale typique de chez Scorsese, l'utilisation des chansons rock, comme dans cette scène avec le morceau The End des Doors. Chanson des Doors qui sera reprise dans l'ouverture du film Apocalypse Now. Bah alors Francis, on pique les idées de ses copains? Malgré tout, ce premier long métrage n'est pas vraiment remarqué. Son professeur de cinéma est déçu du résultat, mais remarque que le véritable atout du film, c'est surtout l'acteur principal. Il incite donc Scorsese à mettre davantage l'accent sur lui en retournant des scènes supplémentaires pour rehausser la qualité de son long métrage. Cet acteur, c'est Harvey Keitel, encore totalement inconnu à l'époque. C'est le début d'une belle rencontre et d'une fructueuse collaboration puisqu'on retrouvera l'acteur dans 4 autres futurs films du réalisateur. Alice n'est plus ici, Mean Streets, Taxi Driver et La dernière tentation du Christ. C'est également le début d'une autre rencontre et qui sera déterminante pour le restant de toute la carrière de Martin Scorsese, car c'est sur ce premier long métrage qu'il collabore pour la toute première fois avec Thelma Schoonmaker, celle qui deviendra sa monteuse attitrée sur tous ses projets, à l'exception de ses 5 films. Parce qu'elle ne faisait pas partie du syndicat des monteurs américains, pendant 12 ans, elle ne put travailler pour Scorsese. Néanmoins, elle parviendra à apporter sa petite contribution sur le film Taxi Driver, mais sans qu'elle puisse être créditée officiellement. En attendant, le réalisateur eut recours au service d'une autre monteuse, qui n'était autre que Marcia Lucas, la femme de son pote, George Lucas. Ce n'est qu'en 1980, après avoir reçu l'approbation du syndicat des monteurs, que Thelma Schoonmaker put enfin travailler officiellement sur les films de Scorsese. Elle reçut par la suite 3 Oscars pour le montage des films Raging Bull, Aviator et Les Infiltrés. J'insiste sur Thelma Schoonmaker car elle constitue véritablement l'ADN du style scorsésien. Grâce à son intelligence du montage, elle aura toujours réussi à magnifier les idées de mise en scène de Scorsese en leur donnant encore plus de sens et un supplément d'âme. Sans elle, les films n'auraient sûrement pas cette énergie et ce rythme bien particulier. Et encore aujourd'hui, à l'âge de 78 ans, c'est elle qui est derrière le montage de son dernier film, The Irishman. 1, 2, 3. Woodstock.
En 1969, il participe à un documentaire qui remportera l'Oscar, Woodstock. Même s'il n'est qu'assistant réalisateur sur ce film, il profite de la notoriété du documentaire et tape dans l'œil du producteur Roger Corman, qui lui permet de réaliser son deuxième long métrage avec un budget de 600 000 $, Bertha Boxcar. L'histoire d'une jeune femme qui sillonne l'Amérique pendant la Grande Dépression des années 30 et finit par intégrer un petit gang de malfaiteurs pour piller des trains de marchandises. Avec ce film, Scorsese ne parvient pas encore à imposer sa voix, car sa mise en scène est noyée sous des thèmes déjà vus, typiques de la fin des années 60. Les amants criminels, le road movie amoureux, la quête de liberté. Et surtout, il est écrasé par les impératifs de son producteur Roger Corman, qui l'oblige à placer très régulièrement le long du film des scènes de nus, histoire d'attirer un peu le chaland. Résultat, nous avons un cinéaste qui peine à trouver la liberté d'exprimer son propre style. Mis à part la toute fin du film, qui montre déjà les bribes de sa mise en scène survoltée pour mettre en image une violence extrême et expiatoire. Après une projection du film, John Cassavetes dira même à Scorsese « Tu viens de passer un an de ta vie à faire une merde. Tu es meilleur que ça et tu ferais mieux de t'éloigner des films grand public pour faire quelque chose de différent. » C'est un électrochoc pour le jeune réalisateur. Il décide alors de ressortir le scénario d'un film qu'il essaye de financer depuis 6 ans et qui est beaucoup plus proche de ses thèmes personnels. Mean Streets. Ayant grandi au milieu des petits mafieux new-yorkais, Martin Scorsese a toujours eu cette faculté indéniable pour retranscrire à merveille l'univers des gangsters. Et avec Mean Streets, il marque les esprits en décrivant le quotidien des petits malfrats d'une façon réaliste et tangible. En se focalisant sur la convivialité et l'amitié qui règnent au sein des truands, il nous fascine, il nous séduit et nous fait rentrer de plein pied dans son univers. Ce film est un véritable pivot dans la carrière de Scorsese, car en plus d'être salué par la critique, c'est sur ce tournage que le cinéaste fait la rencontre la plus importante de toute sa vie. La rencontre avec un acteur qui deviendra désormais son alter ego à l'écran et avec qui il collaborera sur 8 films. 8 films qui seront quasiment tous des chefs-d'œuvre. Cet acteur, c'est bien sûr Robert De Niro. I borrow money from you because you're the only jerk-off around here that I can borrow money from without paying back, right? Alice n'est plus ici, sorti en 1974, raconte le combat d'une femme qui essaye de s'accomplir au milieu de la violence des hommes. Ce film très touchant est en apparence celui qui s'éloigne le plus des obsessions du réalisateur. Pourtant, il a offert à Ellen Burstyn son seul et unique Oscar en tant que meilleure actrice. Oui, même avec L'Exorciste, elle ne l'a pas gagné. Ce qui fait de Alice n'est plus ici un film à voir absolument, ne serait-ce que pour la performance de l'actrice. Et c'est dans ce film que Scorsese découvre Jodie Foster, seulement âgée de 12 ans. Et accrochez-vous bien, 20 ans plus tard, le scénariste Robert Getchell recyclera son scénario d'Alice n'est plus ici en écrivant en 1993 Blessure secrète. Un film qui raconte quasiment la même histoire, puisqu'il s'agit d'une mère et de son fils quittant leur foyer à la recherche d'une nouvelle vie sur les routes américaines pour finalement tomber sur un homme violent. Et alors, chose encore plus surprenante, c'est Robert De Niro et Leonardo DiCaprio qui partagent l'affiche de ce film, les deux acteurs fétiches de Martin Scorsese. C'est dans les années 70 que s'est formée la bande de potes la plus mythique du nouvel Hollywood. Tous ont failli réaliser les projets des uns et des autres, ou étaient impliqués dans la production de leurs amis. Par exemple, au départ, c'est George Lucas qui devait réaliser Apocalypse Now. Spielberg a participé au montage de Taxi Driver, De Palma a eu l'idée du fameux texte déroulant pour le prologue de Star Wars, et Scorsese tournera un film qui était au départ réservé à Steven Spielberg, le remake des Nerfs à vif. Nous sommes en 1975. Martin Scorsese a 33 ans. Il s'apprête à réaliser le film qui cristallisera tout le génie de sa mise en scène et imposera définitivement son style visuel unique. Un film qui permettra à Robert De Niro d'interpréter le personnage le plus iconique et le plus culte de toute sa carrière, Taxi Driver. Au milieu des années 70, New York est une des villes au taux de criminalité le plus élevé au monde. Pas étonnant que le film soit traversé par cette atmosphère lugubre aux allures de purgatoire urbain. Drogue, prostitution, pornographie, criminalité, ce New York, véritable Babylone moderne, permet à Scorsese d'exploiter une analogie biblique pour dépeindre sa ville natale comme la grande cité devenue symbole du péché. Dans ce film, on retrouve tout ce qui compose le langage cinématographique scorsésien. Travelling au ralenti, effet de montage rapide, une narration en voix off, et une violence extrême cathartique.
Le scénariste Paul Schrader a écrit le film en 5 jours, une inspiration qu'il a tout simplement puisée dans sa propre vie. Et oui, apparemment, Paul Schrader est passé par une phase de dépression où il fréquentait les cinémas porno et développait une fascination pour les armes à feu. D'ailleurs, pour se motiver à écrire le scénario, il gardait toujours auprès de lui un revolver chargé. Chacun sa méthode. La fameuse réplique est une pure improvisation de Robert De Niro, car dans le script original, il était simplement écrit « Travis se regarde dans le miroir ». Robert De Niro a réellement passé le permis de chauffeur de taxi et a conduit dans les rues de New York pour s'imprégner totalement du rôle, comme le prouve ce document qui a été rendu public dans diverses expositions à travers le monde. Pour la musique du film, Martin Scorsese réussit à convaincre Bernard Herrmann, le compositeur emblématique et attitré d'Alfred Hitchcock. On se retrouve donc avec un mélange de jazz et de musique dramatique menaçante qui donne un résultat très contrasté, soulignant à merveille le caractère ambivalent de Travis Bickle. Le compositeur mourra quelques mois avant la première projection du film. Il aura commencé et terminé sa carrière par 2 chefs-d'œuvre, Citizen Kane en 1941 et Taxi Driver en 1976. Le film contient l'un des plans les plus énigmatiques de toute la filmographie de Scorsese, le zoom avant sur le verre d'eau en ébullition. Pourquoi la caméra de Scorsese insiste autant sur ce plan? Qu'est-ce que ça signifie? Cette pastille d'Alka-Seltzer symbolise Travis Bickle. Elle se désagrège comme la santé mentale du personnage. En regardant ce verre d'eau en ébullition, Travis réalise que lui aussi il bouillonne de l'intérieur pour exhorter toute sa rage. Et c'est justement après cette scène qu'il prend la décision d'acheter une arme pour se défendre. La scène de la tuerie qui constitue le climax du film était considérée à l'époque comme excessivement choquante. Le film était même menacé d'être classé X si cette scène restait maintenue. La rumeur raconte que cette situation mit Scorsese dans une rage telle qu'il aurait attendu toute la nuit les exécutifs de la Columbia avec un flingue à la main, prêts à en découdre. Faire un film dans les années 70, c'était rock'n'roll. Finalement, il trouva un compromis en atténuant les couleurs de la scène finale pour rendre le sang moins rouge et donc moins visible. Et grâce à cette désaturation des couleurs, Scorsese trouva le rendu encore plus efficace car l'atmosphère de la scène lui semblait plus cauchemardesque. Après plus de 40 ans, l'histoire de Taxi Driver résonne étrangement avec l'actualité, puisque le film dépeint le parcours d'un personnage en marge de la société qui va peu à peu se radicaliser pour devenir un tueur. Il s'entraîne et se prépare comme un kamikaze prêt à mourir pour donner un sens à son existence et devenir ce qu'il pense être un symbole de justice. Voilà pourquoi la toute fin du film, qui présente Travis comme un héros, a toujours dérangé. À tel point que diverses théories imaginent que les 5 dernières minutes ne sont peut-être qu'une vision fantasmée du personnage. À sa sortie, Taxi Driver est un énorme succès, il gagne la Palme d'Or au Festival de Cannes et propulse la carrière du réalisateur. Mais, paradoxalement, c'est le début d'une descente aux enfers pour Martin Scorsese à cause de son addiction à la cocaïne. Sur cette fin des années 70, le cinéaste abandonne un temps la fiction pour se consacrer à la réalisation de documentaires musicaux, comme La Dernière Valse, qui a pour sujet le groupe de rock The Band. Cette expérience lui permet de fréquenter de près le milieu des rockers et de fréquenter d'encore plus près la drogue. Il ressort totalement épuisé de cette période et pour ne rien arranger, son nouveau film New York, New York est un échec commercial. Cette histoire d'amour un peu dépressive en forme de comédie musicale des années 40 ne transporte pas le public. Le bide au box-office affecte particulièrement le cinéaste qui considérait New York, New York comme son œuvre la plus personnelle et comme un hommage à sa cinéphilie. Cet échec lui reste vraiment en travers de la gorge et le plonge encore plus dans la dépression et sa dépendance à la cocaïne. Scorsese est même admis à un hôpital suite à une overdose. Et c'est presque au fond du trou que De Niro vient récupérer son ami Martin pour le remettre en selle sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur, l'adaptation à l'écran de la vie du boxeur Jake LaMotta. Le réalisateur se laisse convaincre et accouche du chef-d'œuvre Raging Bull. Why'd you do it? Why did you fuck them? So why do anything? L'histoire bouleversante d'un champion de boxe qui, en proie à ses démons, va peu à peu sombrer. Pour le rôle, Robert De Niro prendra 30 kilos en 4 mois. Cette performance hors norme lui permet de remporter le 2e et dernier Oscar de sa carrière. Scorsese filme les combats de boxe avec une énergie et une inventivité encore jamais vues pour l'époque. Des enchaînements de plans qui sont aussi soudains que des uppercuts et des ralentis qui suspendent le temps et nous donnent l'impression d'être sonnés.
Pour rendre les combats encore plus immersifs, il peut compter sur sa monteuse Thelma Schoonmaker qui transforme les flash photos en véritables coups de poing. Dans cette scène, Joe Pesci et De Niro se mettent des vraies tartes dans la gueule. Pour que le rendu du sang en noir et blanc soit efficace, Scorsese s'inspirera de la même méthode qu'Alfred Hitchcock sur Psychose en utilisant du chocolat. La musique que vous entendez est tirée de l'opéra La Cavalleria Rusticana, la même musique qui sera utilisée 10 ans plus tard à la fin du Parrain 3. Bah alors Francis, ça fait 2 fois, tu te moques du monde? À sa sortie, le film est un semi-échec auprès du public qui juge les scènes de combat trop courtes avec une histoire trop déprimante. You fuck my wife. Cet accueil mitigé peut s'expliquer par le fait que le film est sorti en pleine popularité de la saga Rocky et que Raging Bull en est son exact opposé. C'est une histoire sombre qui dépeint l'envers du décor crasseux des tournois de boxe plutôt qu'une glorification d'une discipline sportive. C'est presque l'anti-Rocky puisque ici le schéma est totalement inversé. Le personnage est en pleine ascension, il devient champion de boxe au milieu du film, il épouse la femme qu'il aime pour finalement tout perdre. Il aura fallu attendre quelques années pour que Raging Bull atteigne son statut de film culte, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films des années 80 et l'un des meilleurs films de boxe à avoir jamais été réalisé. Scorsese aura finalement vécu lui-même le schéma narratif qu'il exploite souvent dans ses films, à savoir l'ascension, la chute et la rédemption. Maintenant que j'ai établi comment la carrière de Scorsese s'est lancée et comment en quelques films il est devenu l'un des réalisateurs les plus prometteurs de sa génération, nous allons un peu bousculer la narration linéaire de cette vidéo et nous attarder sur quelques thématiques qui, à mon sens, définissent le cinéma de Scorsese. On peut déjà définir quelques récurrences dans le langage cinématographique. Des travelling rapides sur les visages, les gros plans sur les yeux pour mieux capturer l'âme de ses personnages, les fameux panoramiques ultra rapides de sa caméra. La prédominance de la couleur rouge, permettant à Scorsese de symboliser le mal qui entoure ses personnages. Et maintenant, parlons du fond. Voici donc 3 axes qui, à mon sens, définissent le mieux les obsessions personnelles du cinéaste. Premier axe, la réalité parallèle. Dans les films de Scorsese, la plupart de ces personnages évoluent en circuit fermé dans ce que j'appelle une réalité parallèle. Ils sont prisonniers de leurs fantasmes, leur paranoïa, de leur névrose ou de leur destin. Ils se projettent dans un monde en marge de la réalité. Prenons Travis Bickle de Taxi Driver par exemple. Il ne peut s'empêcher de voir le monde autour de lui comme un dépotoir, car à l'intérieur de lui, c'est un dépotoir. La frustration d'être seul, le trauma post-guerre du Vietnam, l'amène à être persuadé que New York n'est qu'un purgatoire dans lequel il se voit comme un homme sain et moral, alors qu'en vérité, il a complètement perdu pied avec la réalité. Il emmène Sybil Shepherd dans un cinéma porno, il se sent investi d'une mission pour assassiner un candidat politique, il achète des armes, bref, il s'enferme dans sa réalité parallèle. Le personnage de Rupert Pupkin dans La Valse des Pantins pense vivre dans un monde où il est un génie comique adulé de tous, alors que la réalité est tout autre. I want you out of here. He's a real character. Henry Hill dans Les Affranchis qui préférera le monde de la mafia au monde réel. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Il a toujours rêvé, et c'est bien ce que racontent Les Affranchis, le fantasme de vivre dans une réalité parallèle. C'est exactement la même logique avec le personnage de Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, qui ne rêve que d'un monde où tous les excès sont permis. Dans Les Nerfs à vif, Max Cady pense encore vivre dans un tribunal. I'm sorry, Your Honor. I agree. That was argumentative. Dans Casino, Sam Rothstein s'efforce de vivre dans l'illusion que sa femme l'aime. Il s'en persuade, il ne peut concevoir une réalité où elle ne l'aime pas. Il veut y croire, quitte à se mentir à lui-même. Dans Aviator, Howard Hughes voit des microbes partout. Cela atteint son paroxysme dans After Hours, où cette fois le personnage, parfaitement lucide au début du film, va peu à peu perdre les pédales en côtoyant les habitants les plus sociopathes de New York, propulsant ce quartier de Soho dans une sorte de 4e dimension, une réalité parallèle dont il ne pourra s'échapper. Encore une fois, rien d'étonnant à ce que Scorsese ait été séduit par l'adaptation de Shutter Island, parce qu'en termes d'évolution dans une réalité parallèle, je pense que ça se pose là. Cette thématique peut traduire chez Scorsese une compassion pour les personnages qui croient à leurs fantasmes plutôt qu'à la réalité. Ce qui nous amène à notre deuxième axe, la psychose des personnages. Ils agissent presque comme des fanatiques voulant s'accrocher coûte que coûte à leurs croyances profondes. Le personnage de Howard Hughes dans Aviator, qui est en proie à la paranoïa sur la maladie, est prêt à se mutiler pour éliminer toute forme de microbe.
Max Cady qui se fait couler de la cire de bougie, persuadé d'être un surhomme. I am like God and God like me. Jake LaMotta qui en vient à exploser la gueule de son frère et à frapper sa femme. Travis Bickle, un être complètement aliéné qui est persuadé que ses problèmes ne pourront se régler que dans la violence. Il achète des armes, transforme son apparence physique et devient un assassin pour aller jusqu'au bout de sa logique et de ses psychoses. Dans Shutter Island, attention, spoiler, le personnage de DiCaprio est persuadé d'être un policier alors qu'en réalité, il est dans le déni d'un événement traumatisant. Dans La valse des pantins, Rupert Pupkin qui ira jusqu'à kidnapper une célébrité pour s'offrir l'opportunité de faire un sketch à la télévision. Le personnage de Joe Pesci dans Les Affranchis, qui est capable de changer de personnalité en un quart de seconde. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Et dans Silence, le prêtre préférera la souffrance plutôt que de renier sa foi chrétienne. Ce qui nous amène à notre troisième axe, la référence biblique. Nous savons à quel point Scorsese était attaché à la religion catholique, rien d'étonnant à ce que sa spiritualité irrigue pratiquement tous ses films. Dans Taxi Driver, Travis Bickle est prêt à se sacrifier dans un bain de sang pour le salut d'une jeune prostituée, ça ne vous rappelle rien? Et comme Jésus, il est guéri de ses blessures et ressuscite de cet enfer sous la forme d'un sauveur. Dans Casino, dès le générique du début, la couleur est annoncée avec la musique de la Passion selon saint Matthieu et un De Niro tombant dans les flammes de l'enfer. Le film peut se voir aussi comme une relecture du Paradis perdu de John Milton. En effet, Las Vegas peut être vu comme le jardin d'Éden, d'où sera chassé Adam et Ève. Sharon Stone vend son âme en épousant un homme qu'elle n'aime pas, puis elle se brûle les ailes en le trahissant. Et il y a bien sûr la descente aux enfers de Nicky Santoro, qui finit enterré vivant avec son propre frère. Évidemment, la dernière tentation du Christ. Dans cette relecture des évangiles, Scorsese adopte un angle qui dépeint le Christ comme étant plus humain que divin. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans ce film, les trois thématiques chères à Scorsese sont présentes puisque Jésus préférera vivre dans une réalité parallèle où il se voit comme un homme marié, avec des enfants, plutôt que de mourir comme le Messie en se sacrifiant sur la croix. D'ailleurs, cette interprétation provoqua d'énormes polémiques parmi les autorités religieuses, et plusieurs attentats furent commis dans les salles de cinéma pour protester contre la projection du film. Dans Le Loup de Wall Street, difficile de ne pas voir dans la débauche et la luxure du monde de la finance une analogie avec Sodome et Gomorrhe. Dans Les Nerfs à vif, Max Cady ne cesse de réciter des passages de la Bible. Check out the Bible, counselor. Book between Esther and Psalms. Mais cette fois, l'analogie porte plus sur le Dieu vengeur et avide de justice de l'Ancien Testament que le pardon christique du Nouveau Testament. Come out, wherever you are. Dans After Hours, coincé dans cet effroyable cauchemar, Griffin Dunne implore Dieu de le laisser en paix et de le sortir de là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qu'un programmeur après tout, nom de Dieu! Dans Mean Streets, Harvey Keitel ne cesse d'être tiraillé entre sa foi religieuse et sa vie de petit truand. Comme si ce quartier new-yorkais symbolisait un jardin d'Éden dans lequel se trouvent toutes les tentations du mal. Dans Raging Bull, le film se termine avec un extrait de l'Évangile selon saint Jean. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et que maintenant je vois. Une fin qui montre un désir de rédemption et la volonté de se repentir de ses péchés. Dans Bertha Boxcar, David Carradine marche devant une fresque de Jésus et finit crucifié sur l'objet de son péché. Dans À tombeau ouvert, Nicolas Cage joue un ambulancier qui est dépeint comme un sauveur, une sorte de projection moderne du Christ. Et avec le visage de l'acteur apposé au milieu de la croix sur l'affiche du film, je pense que le message est clair. Au travers de ces trois thématiques réparties sur la quasi-totalité de son œuvre, Scorsese n'interroge-t-il pas les origines de sa foi religieuse, de ses croyances? Jésus ne représente-t-il pas à lui tout seul les trois axes de ses obsessions? N'est-il pas un homme qui évolue dans sa propre réalité parallèle, atteint par une forme de psychose qui le persuade d'être le fils de Dieu? Scorsese fait partie des rares réalisateurs à avoir été constant durant toute sa carrière. Comment Scorsese a réussi à avoir une telle longévité? Comment a-t-il pu accoucher d'autant de chefs-d'œuvre? Toutes ces réflexions, tous ces questionnements métaphysiques lui ont peut-être permis de toujours conserver une divine inspiration.